il y avait à la bourse de New York une situation de bulle spéculative. Parce que depuis 1926, cette bourse de New York autorisait l'achat d'actions à crédit avec une couverture de seulement 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 10 $, vous avez le droit d'acheter pour 100 $ d'actions en empruntant 90 $. Or, la production industrielle avait augmenté de 50% dans cette période, mais les cours de bourse avaient monté de 300%. Alors ça n'est pas très grave, on se dit les actions valent de plus en plus cher, c'est tant mieux pour ceux qui les vendent, mais en réalité, ça crée de l'argent. Parce que qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, c'est de la dette. Si vous travaillez, vous vous servez de l'argent que vous gagnez pour vos dépenses personnelles, et il n'y a pas de problème. Puis, petit à petit, vous avez des économies. Et vos économies, vous les déposez à la banque. Et elles sont bien en sécurité à la banque. Du moins, c'est ce que vous croyez. Parce qu'en réalité, une grande partie, elles n'y sont plus. Car la banque ne se contente pas de stocker l'argent, elle le prête. C'est même son principal métier. Et du coup, votre argent, il est prêté à quelqu'un d'autre. Donc, il est à la fois dans votre compte en banque, et il a été prêté à quelqu'un qui veut par exemple se construire sa maison. Donc il est à deux endroits à la fois. On a créé de l'argent. Et la personne qui construit sa maison, elle rembourse petit à petit, et votre argent revient à la banque, non seulement le vôtre, mais l'argent qui a été remboursé, et donc il y a à la fois la valeur de vos économies et la valeur de la maison qui a été construite et remboursée. Donc cet argent a été fabriqué par le crédit, par la dette. Et à la longue, eh bien, on s'endette pour créer des entreprises, pour fabriquer des objets, pour construire des maisons, et la banque crée petit à petit la monnaie nécessaire à ces échanges, car l'argent, ça n'est pas une chose, l'argent, c'est un moyen d'échange. Et donc, quand il y a de plus en plus d'argent, et que la quantité d'argent disponible augmente plus vite que le nombre de biens qui existent, eh bien, il faut que cet argent disparaisse d'une manière ou d'une autre. Il y a trop d'argent. Et donc, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en 1927, eh bien, la bourse de Berlin a perdu 31% en un seul jour. Pourquoi? Eh bien, parce que le plan Young, notamment, avait allégé les paiements des réparations qui étaient dues à la France, et les avait prolongés d'ailleurs jusqu'en 1987, vous imaginez un peu, mais elle avait aussi déclaré que ces remboursements des réparations étaient prioritaires sous toutes les autres dettes. Or, l'économie allemande dépendait beaucoup des investissements américains. Et les Américains se sont inquiétés en disant si jamais on ne nous rembourse pas, si nous ne sommes pas prioritaires, c'est dangereux. Donc les prêteurs américains à l'Allemagne ont commencé à se méfier. Et donc les taux d'intérêt ont augmenté. Ils se sont dit puisque le risque augmente, il faut que je demande un plus gros intérêt quand je prête de l'argent. Et par conséquent, les gens qui achetaient des actions à crédit, ça leur a coûté plus cher, donc ils ont commencé à moins le faire. Ils ont même revendu leurs actions, car il était impossible de couvrir l'emprunt avec la hausse à venir, qui avait déjà été grande. Et c'est ainsi qu'en 1927, la production industrielle avait perdu 7%. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de voitures fabriquées était passé de 622 000 à 416 000. Mais l'indice boursier continuait de battre des records, c'est-à-dire qu'on fabriquait moins de produits et de biens, mais on fabriquait toujours plus d'argent pour les échanger. Et par conséquent, à cause du crédit, on fabriquait trop d'argent. Et cet argent, il fallait bien qu'il disparaisse d'une manière ou d'une autre. Il y a trois façons. C'est l'effondrement des cours de bourse, c'est-à-dire que le lundi, on vous dit que votre action vaut 100, et le mardi, on dit qu'elle vaut plus que 50. Donc il y a 50 qui sont partis en fumée, entre guillemets, car en réalité, c'est une valorisation et non pas une véritable valeur. Le deuxième moyen, c'est l'inflation. Il y a plus d'argent, donc les gens qui ont quelque chose à vendre, ils en demandent plus et ça absorbe le trop-plein d'argent. Le troisième moyen, c'est la dévaluation. On déclare qu'au lieu de donner 1 franc pour avoir 1 $, eh bien, il faudra donner 2 francs pour avoir 1 $. C'est la dévaluation. Et à partir du moment où les cours ont commencé à baisser, ils ont continué. D'ici au 23 octobre 1929, la bourse de New York a connu des prises de bénéfices, et que les gens vendent leurs actions pour encaisser la hausse qu'ils ont déjà eue, et puis, du coup, plus on vend, plus ça fait baisser les cours, donc c'est un cercle vicieux. Les gens se dépêchent de vendre pour dire au moins que j'encaisse ce que j'ai déjà gagné. Si vous êtes le dernier, vous avez tout perdu. Et le jeudi 24 octobre, c'est le jeudi noir, eh bien, il n'y eut presque pas d'acheteurs. À midi, l'indice avait perdu 22,6% de sa valeur. Mais les banques avaient décidé de soutenir, c'est-à-dire elles achetaient elles-mêmes les actions en disant on va soutenir les cours, donc ceux qui ont emprunté pour acheter ces actions ne vont pas tout vendre et comme ça ils pourront nous rembourser. Si bien qu'à la fin de la journée, la baisse n'était plus que de 2%.
Mais tous ceux qui avaient emprunté vendirent petit à petit et jusqu'au 8 juillet, eh bien, l'indice retrouva son niveau de 1896, qui est l'année de la création de l'indice Dow Jones. Donc, crise financière. Et cette crise financière va entraîner une crise industrielle et économique, car les investisseurs ne peuvent plus rembourser l'argent qu'ils ont emprunté pour acheter des actions, puisqu'elles valent moins cher que ce qu'ils ont emprunté. Donc les banques restreignent le crédit, ils se disent il faut faire attention, il ne faut plus prêter. Et donc les grandes entreprises qui ont besoin des banques pour assurer leur trésorerie, eh bien leur taux augmente, et donc elles ont des difficultés de trésorerie, donc elles ont du mal à payer leurs fournisseurs, etc. Et puis les petites entreprises, elles n'ont pas seulement des difficultés, elles commencent à faire faillite. Et comme elles font faillite et qu'elles doivent de l'argent aux banques, eh bien les banques sont en difficulté. Et comme les banques sont en difficulté, les épargnants se disent, si la banque fait faillite, elle va faire faillite avec mon argent, il faut que j'aille le retirer tout de suite sous forme de pièces et de billets. Et les banques, du coup, font faillite. Le crédit est tari, on ne prête plus. La consommation ne profite plus de crédit, donc elle ralentit. L'investissement coûte plus cher, donc il ralentit. Et la production chute. Par conséquent, le chômage se répand. Il y avait 1,5 million de chômeurs en 1929. En 1933, il y en a 15 millions. Et puis, pour sauver le budget, les États-Unis augmentent les droits de douane et donc la crise se propage à toutes les économies occidentales, c'est-à-dire à toute l'Europe. Des banques font faillite, notamment en Autriche et en Allemagne, et il y a toutes sortes de désordres, notamment en Angleterre. Et bien, pour faire disparaître l'argent en trop, on dévalue la livre de 40% en 1931. En réalité, il faut savoir qu'à cause de Churchill, d'ailleurs, c'est une très très grande erreur de Churchill, il avait soutenu la livre pour qu'elle soit très très forte, ce qui avait en réalité ruiné l'économie britannique. Churchill lui-même reconnaissait que c'était l'erreur de sa vie. Toujours est-il que dévaluation, inflation, effondrement des cours boursiers, tout cela fait disparaître de l'argent qui n'aurait jamais dû exister. Mais on a quand même besoin d'argent pour faire fonctionner l'économie, et donc toute l'économie n'arrive pas à repartir sur des bases saines. Il y aura une tentative de redressement qui sera faite par le président Franklin Delano Roosevelt, qu'on appelle le New Deal, ce qui veut dire une nouvelle distribution. Ça commence en 1933, ça va obtenir certains résultats. En fait, on va répandre des crédits de l'État, mais c'est la même chose, le déficit budgétaire en fait crée de l'argent, donc ça ne règle rien. Et il y a une rechute en 1937. Et finalement, l'Amérique restera dans cette crise, ne pourra vraiment se redresser qu'à partir du moment où elle entrera en guerre en 1941.